les théoriciens indiens ont accordé une importance particulière à cette question de l'impératif en la pensant d'une manière un petit peu particulière. En effet, on n'a pas vraiment en Inde de notion de mode verbal qui serait distinct du temps verbal. Mais on a simplement, donc, dans la prescription par Panini des différents suffixes verbaux, une suite de suffixes qui ne sont pas distingués selon cette position. On a le suffixe de présent, le suffixe de parfait, etc., et qui ne sont définis de manière linéaire. Donc, ce que fait Panini lorsqu'il prescrit l'usage de l'impératif en particulier, donc qui s'étend à l'usage de l'optatif, c'est qu'il prescrit son usage dans le cas d'un certain nombre de ce qu'on nommerait des intentions, ce que les grammairiens un petit peu plus tardifs nomment des intentions du locuteur, donc préoctrite d'Armand. Et donc, parmi ces intentions, on trouve le commandement, l'invitation, la prière, etc. Donc, ensemble de propriétés expressives qui se trouvent du côté du locuteur. Alors, cela dit, si certains grammairiens, c'est le cas de Bhartrihari par exemple, c'est le cas de son commentateur El Raja, interprètent ces règles de Panini dans le sens précisément d'une expressivité du côté du locuteur, c'est un modèle qui a été extrêmement contesté, en particulier par les exégètes, qui eux cherchent au contraire à établir, même dans le cas de l'impératif, la correspondance avec un objet, exactement, un objet donc externe, exactement comme dans le cas d'un énoncé déclaratif comme le cheval court, Devadatta arrive, etc. C'est-à-dire que pour les exégètes, le suffixe d'impératif va exprimer exactement comme le suffixe de présent, qui exprime une action se passant au moment de l'énonciation, va exprimer également un objet externe, qui est une action, qui sera caractérisée de diverses manières, là les théories divergent énormément. Donc pour certains, c'est une action simplement privée de son rapport au temps. Pour certains, c'est une action qui est dotée d'une certaine propriété, comme le fait d'être en relation avec un résultat. Et en tout cas, à chaque fois, on reproduit ce modèle de correspondance à un objet externe. Même dans un cas comme celui-ci, et ceci même en dépit de Panini. Donc simplement, un exemple pour vous montrer combien cette conception du langage est dominante dans ce contexte. Alors, cela dit, ce modèle dominant n'en suscite pas moins, de la part des théoriciens, un certain nombre d'interrogations, d'objections, dont je voudrais maintenant considérer quelques-unes. Première objection, comme on l'a dit, donc, cette relation entre la parole et l'objet est considérée comme permanente, éternelle, immuable. Ceci dit, comment est-ce qu'on peut considérer qu'existe une relation permanente, immuable, de la parole, par exemple, nous comme chien, cheval, ou donc, une relation entre la parole et des entités qui, elles, ne sont pas permanentes, comme le chien particulier, le cheval particulier, sont des individus désignés par les noms, par exemple. Donc, premier problème, comment est-ce qu'on peut parler d'une relation permanente entre des entités qui ne sont pas permanentes? Deuxième problème, question de l'expression des propriétés de l'objet qu'on désigne à l'aide du terme artha. En effet, lorsqu'on parle, par exemple, lorsqu'on mentionne le terme cheval, on va nécessairement évoquer un certain nombre de propriétés du cheval. Par exemple, non seulement le fait qu'il s'agit d'un cheval, mais aussi le fait qu'il s'agit d'un animal, la différence avec d'autres animaux, etc. Cela dit, on n'évoque pas forcément toutes les propriétés du cheval réel. C'est que lorsque je dis le cheval court, j'évoque peut-être le fait qu'un animal court, mais je ne vais pas évoquer par exemple la couleur du cheval, la taille du cheval, tout ce qui concerne le cheval réel. Donc comment est-ce qu'on explique ça si la relation est entre la parole et un objet réel? Deuxième problème. Troisième problème, si la relation de signification est établie directement avec l'idée de l'objet et pas avec l'objet lui-même, est-ce qu'on a encore besoin, pour expliquer le fonctionnement du langage,
C'était la thèse de Prakashava, je le rappelle. Est-ce qu'on a encore besoin, pour expliquer le fonctionnement du langage, d'un lien avec un objet réel? Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter, finalement, simplement de la relation à l'idée et au contenu conceptuel de cette idée? Troisième problème. Donc là, on a simplement un certain nombre de questions qui sont un maigre échantillon des questions soulevées par les penseurs indiens lorsqu'ils sont confrontés à cette notion d'un objet de la parole. Alors, ces questions elles donnèrent lieu à un certain nombre de réactions dont je voudrais maintenant discuter deux principales. Une du côté des grammairiens, une du côté des logiciens bouddhistes. Donc, commençons par les grammairiens, Bhartrihari et Elaraja. Une première attitude par rapport à ces problèmes a consisté à affiner la notion d'objet, la notion d'artha. Affiner cette notion pour l'opposer, comme le fait par exemple Elaraja, pour opposer objet de la parole, Shabda-artha, et objet ré, Vastva. Pour Elaraja, l'objet est bien un objet qui pointe vers l'extérieur, mais qui néanmoins n'est pas exactement identique à l'objet externe. Shabda-artha et Vastu-artha sont un petit peu différents. Ça, c'est une attitude qui se rencontre, à ma connaissance, essentiellement dans la tradition grammairienne paninéenne. Donc, sans remettre entièrement en cause l'équivalence fondamentale entre objet de la parole et chose concrète, les grammairiens vont quand même s'efforcer d'introduire une distinction subtile entre donc, un objet qui est l'objet en général, c'est-à-dire l'objet externe, pour réel par exemple, et l'objet d'une parole, le Shabda-artha, à savoir ce même objet en tant qu'il est connu par la parole. Alors c'est une distinction qui est assez subtile et qui est introduite peut-être pour la première fois, et en fait assez discrètement, par Bhartrihari, donc ce grammairien du 5e siècle, dont j'ai déjà plusieurs fois évoqué le nom, et précisément à propos de l'analogie qu'on a rencontrée entre le fonctionnement du langage et le fonctionnement des sens. Lisons simplement un extrait de ce que dit Bhartrihari à propos du premier problème, c'est-à-dire le fait de la contradiction apparente entre la permanence de la relation et le côté impermanent de l'objet auquel on s'adresse, auquel la parole est censée correspondre. Donc Bhartrihari dit la chose suivante. Il dit quand bien même l'objet externe serait impermanent, l'objet, en tant qu'il est exprimé par la parole, est établi comme permanent. Alors vous me direz, c'est simplement une affirmation. Voyons ce que dit son commentateur, donc, un petit peu plus tard, au XIe siècle, Elaraja, mais on n'a pas véritablement de commentaires avant cette date, donc on fait un petit peu avec ce qu'on peut. Donc Elaraja explicite comme suit l'idée de Bhartrihari, il dit « Lorsqu'on prononce un mot comme gata, peau, une idée consistant dans la saisie de l'aspect de l'objet, artha akara, est constamment produite. Ainsi, quand bien même la forme externe de l'objet serait détruite, donc lorsque le pot particulier est détruit, l'objet de la parole n'en est pas moins permanent en tant qu'exprimé du mot gata. Donc on a une différence ici entre l'objet en général et l'objet en tant qu'exprimé. Donc qu'est-ce que c'est que cet objet dont Bhartrihari et Elaraja affirment la permanence, par-delà les contingences matérielles? Là, on peut se référer à un autre passage du même traité de Bhartrihari, donc cette fois dans son autocommentaire, c'est la partie en prose, qui peut peut-être nous permettre de mieux comprendre cette théorie de la signification assez particulière de Bhartrihari. Donc là, il est question plus précisément de notre second problème, c'est-à-dire l'évocation de certaines propriétés d'un objet et non pas de toutes ses propriétés, ce qu'on pourrait s'attendre si la parole correspond véritablement à un objet réel. Donc ici, dans ce passage qui est le commentaire à 268-69, Bhartrihari distingue assez clairement les propriétés de la chose matérielle et celles de l'objet tel qu'il est exprimé par la parole. Voyons ce qu'il dit. Une parole n'est pas capable d'exprimer tous les objets réellement existants comme s'ils étaient son propre objet. En effet, même si les objets existent dans la réalité, ils doivent leur existence en tant qu'objet à l'intention du locuteur, des locuteurs. Le terme est simplement vivaksha, donc le désir de dire. On n'a pas ici de notion
singulier ou pluriel. Donc à l'intention du ou des locuteurs. Car l'intention dépend de la capacité expressive des formes langagières. Donc on voit qu'ici, Bartriari joue un peu avec cette notion d'objet qui est familière aux théoriciens de son temps, comme il est familière aux théoriciens un petit peu plus tardifs qu'on va rencontrer, et donc cherche à l'investir d'un sens nouveau. Alors, le sens nouveau, vous voyez, est très clairement en lien avec cette notion d'intention. Donc, dans le même ouvrage, dans le premier livre du même ouvrage, Bartriari s'explique un petit peu plus clairement, peut-être, sur la conception qu'il a de cette capacité, du samarthya, de cette capacité expressive du langage, capacité qu'il nomme ici yogyata, l'aptitude de la parole d'exprimer un objet, de son rapport avec l'intention du locuteur. Vous avez ici un extrait de l'autocommentaire à 1.13 qui dit la chose suivante, que l'intention dépend de paroles aptes à exprimer un objet. En effet, un locuteur, afin de faire connaître différents objets à exprimer présentés à l'esprit par l'intention des locuteurs, emploie une parole apte à exprimer cet objet. Il en va de même que lorsqu'un sujet désireux de connaître un certain objet applique, pour ce faire, à chaque contenu de connaissance, un sens, faculté sensorielle, apte à le percevoir. Alors c'est un texte qui est évidemment très dense, très difficile, dans lequel il faudrait entrer beaucoup plus profondément que ce que je peux faire ici. Et si on essaie, si vous voulez, d'extraire une théorie de ces passages, ces deux passages du Vaccapadia, ils sont des passages très difficiles d'interprétation, on peut dire plus ou moins la chose suivante, qui est que Bartriari, sans nier l'existence d'une relation entre la parole et un objet externe, relation qu'il définit lui aussi comme l'aptitude ou la capacité à faire connaître cet objet, Bartriari donne à la notion d'objet une inflexion qui lui est propre et introduit donc le concept de vivaksha, l'intention du locuteur. Partons de la comparaison avec les sens. Un sens, la vision par exemple, l'œil, l'organe sensoriel en termes qu'il emploie ici, donc un sens comme la vision par exemple a la capacité de s'appliquer à un certain nombre d'objets visibles, même s'ils ne sont pas tous actuellement vus. Maintenant, l'intention du sujet percevant permet à ce sens, à cette faculté sensorielle, de se concentrer sur tel ou tel objet, et donc de limiter son attention, de connaître, d'infléchir cette capacité pour l'appliquer à un objet particulier qu'il désire connaître. Donc, de la même manière, les paroles possèdent, elles aussi, pour Bartriari, une capacité d'exprimer un objet en général que l'on perçoit même si on ne connaît pas la langue. Lorsqu'on entend une langue qu'on ne connaît pas, par exemple, on peut percevoir que cette langue doit vouloir dire quelque chose, même si on ne perçoit pas encore ce qu'elle veut dire. Donc, pour faire connaître un objet, exactement comme le sens, cette capacité doit elle aussi être limitée, être infléchie, délimitée, de manière à ce qu'un mot comme cheval, par exemple, n'exprime pas n'importe quel objet, mais exprime bien le mot cheval. Donc, c'est à ce point-là qu'intervient, pour Bartriari, l'intention. C'est-à-dire qu'en usant d'une certaine parole, le locuteur participe d'une intention préfixée, c'est une intention collective, ce que déjà Patanjali appelait l'aukiki vivaksha, c'est l'intention mondaine, qui est une intention propre à la communauté, par laquelle la communauté décide au préalable que par tel mot, on va exprimer tel ou tel objet. Donc, l'objet de la parole est d'abord, pour Bartriari, l'objet d'une intention. C'est un contenu de pensée, et non pas d'abord un objet matériel. Donc, de cette manière, lorsqu'on dit par exemple le cheval court, seulement certaines propriétés sont associées au cheval, celles précisément que la communauté a décidé d'associer avec tel objet. Donc, on peut dire que s'il reste vrai, comme le dit Ella Raja, que l'objet, qui est l'objet de la parole, est perçu sous la forme d'un objet externe,
Néanmoins, son existence actuelle dans le monde extérieur n'a en fait aucune grande importance. L'aspect sous lequel il apparaît ne dépend pas, encore une fois, de la nature de la chose, mais de l'aspect sous lequel la communauté a décidé de lier l'objet à la parole. Et c'est également cet aspect qui fait l'objet d'un apprentissage de la part de ceux qui apprennent une langue de l'enfant. Donc voici pour l'objection des grammairiens. Dernier point. Prenant appui sur, donc là je me tourne vers les logiciens bouddhistes, vers Dharmakirti, dernier point de mon exposé. Donc, prenant appui essentiellement sur ces réflexions, essentiellement les réflexions de Bhartrihari, certains penseurs appartenant à d'autres traditions ont choisi de pousser le raisonnement un petit peu plus loin et de contester, en fait, purement et simplement, sur cette base, la réalité d'une relation entre la parole et un objet externe. En effet, si la relation de la parole est établie avec un objet de pensée, un objet d'intention, quel besoin a-t-on encore d'une relation avec l'objet externe? C'est une critique qu'on trouve en particulier sous une forme assez aboutie au 7e siècle, chez cet auteur que j'ai brièvement mentionné au départ, qui est Dharmakirti, un logicien bouddhiste du 7e siècle, début du 7e siècle, peut-être fin du 6e, qui est peut-être le plus célèbre des penseurs bouddhistes indiens médiévaux, actif probablement un siècle, peut-être 2 siècles après Bhartrihari. Dharmakirti reprend de Bhartrihari les deux concepts d'intention, de vivaksha, et d'aptitude généralisée de la parole à exprimer quelque chose. Deux notions de vivaksha et de yogyata. Et sur cette base, Dharmakirti essaie de faire deux choses. Tout d'abord, il essaye d'évacuer toute idée d'une relation permanente, immuable et naturelle de la parole à un objet externe. Toute relation pour Dharmakirti est d'origine humaine et donc le fruit d'une convention. C'est ce qu'exprime le premier extrait ici que vous avez du Pramanavartika, où Dharmakirti dit « Puisque les corrélats, c'est-à-dire les objets signifiés, sont impermanents, la relation qui repose sur eux n'a pas de permanence non plus. » Là vous voyez très exactement l'antithèse de ce que dit Bhartrihari. C'est donc aux hommes qu'il revient de confectionner par la pensée la relation entre les paroles, qui sont les effets, et les significations, qui en sont les causes. Donc, signification ici, là je reprends la traduction précédente sur les miennes. Ici je reprends la traduction de Vincent Helschinger, c'est pourquoi vous avez ici signification, mais le terme est toujours artha, donc ce que j'ai traduit par objet. Donc première chose, il n'y a pas de relation permanente, toute relation est conventionnelle. Deuxième chose, et conséquence de cette première chose, Dharmakirti propose d'identifier purement et simplement l'objet de la parole avec l'intention du locuteur et son contenu conceptuel. Pour Dharmakirti, la parole est le produit des états mentaux du locuteur, l'intention du locuteur, et ne nous donne donc accès qu'à ces états mentaux. Elle fonctionne sur un mode parfaitement identique à une inférence. Elle nous permet simplement d'inférer ce que le locuteur a voulu dire, même si cette intention est partiellement collective, et absolument pas d'accéder à quoi que ce soit hors de l'esprit du locuteur. Donc elle fonctionne exactement comme n'importe quel effet nous permet d'inférer ça. Deuxième type de relation donnant lieu à une inférence. Et c'est ce que dit, je terminerai là-dessus, avant de conclure, le deuxième extrait du Pramanavartika, du commentaire en prose, où Dharmakirti affirme que les paroles ne se réfèrent pas aux entités réelles particulières. De sorte que grâce à elles, on s'assurerait de la nature même de ces objets. Là, vous voyez ressurgir également la perspective, l'enjeu théologique dont je parlais au début. Les paroles tirent en effet leur existence de l'intention du locuteur. Et comme elles sont en relation nécessaire avec celle-ci, il n'y a donc que l'intention du locuteur qu'elle puisse faire connaître sur le mode d'une inférence. Donc, deuxième type de brèche dans ce modèle de dominant. Donc, simplement pour conclure, je serai content de répondre à vos questions par la suite.
Donc on peut voir l'opposition chez les théoriciens indiens d'un modèle de la signification dominant, dans lequel la pensée joue le rôle d'un simple milieu où viennent se refléter des structures réelles correspondant aux différents éléments du langage. C'est ainsi qu'on aboutit à des constructions qui sont elles-mêmes appelées shabdabodhaj. Pas développer ça maintenant, mais donc des constructions dans lesquelles on essaie, dans une phrase sanscrite, de rendre compte du contenu de cette cognition obtenue à partir d'un énoncé, par exemple. Donc, constructions qui ne sont que des concaténations d'entités ou de propriétés exprimées par les différents morphèmes. Donc on a là ce modèle dominant opposé à un certain nombre de critiques qui restent très minoritaires, en particulier chez les théoriciens du langage, une critique qui viennent de deux côtés. D'une part, les grammairiens, donc qui insistent, via l'élargissement de la notion d'objet dont j'ai parlé, sur le rôle constitutif du langage dans la cognition, et une critique de l'autre côté de certains philosophes, comme Dharmakirti, qui cherchent au contraire à réduire l'activité langagière à un cas particulier d'acte inférentiel, et l'objet du langage à une simple construction de l'esprit. Je vous remercie. C'est des questions. Merci. Merci. Oui, alors, une question, disons, à peu près de béotien, pas tout à fait sur les logiciens indiens, mais un peu pour le reste. Tout ton exposé m'a rappelé une vieille question, un vieux débat que j'avais eu avec André Joly il y a longtemps, et qu'on pourrait résumer en disant, est-ce que le référent, ce que nous autres appelons le référent, ne serait pas lui-même conventionnel? Or, les deux derniers textes de Dharmakirti semblent confirmer cette intuition que j'avais. Je ne sais pas si je la maintiendrai. Mais qu'au bout du compte, contrairement à ce qu'on croit, le référent est lui-même conventionnel. Et il semble, je pense à ça depuis le début de ton exposé, et ta conclusion me semble aller plus ou moins dans ce sens-là. On pourrait aussi résumer la chose en disant, au bout du compte, le référent, on s'en fout. Il est totalement construit, c'est un objet de langage. Donc ça, c'est la première question. Il y en a une seconde incluse, si j'ai bien compris, il fallait dire ce matin. Et là, c'est une grosse question, mais c'est une sous-question dans ma question, mais c'est néanmoins une grosse question. C'est cette foutue notion de vivachka, l'intention, de vouloir dire comme tu mets. Moi, j'ai toujours embêté avec cette notion, qu'il s'agisse de Grice ou de Joseki, ou de la phénoménologie. Est-ce que cette notion indienne de Vivaksha, inclut ce que nous autres appelons quelque chose comme une théorie de l'intentionnalité? Voilà. Stop. Alors, concernant la question donc, du référent conventionnel, disons, là j'ai essayé simplement de présenter un certain nombre de directions, je ne défendais pas moi-même la position de Dharmakirti qui a donné lieu à tout un ensemble d'objections de la part des penseurs indiens, notamment, disons, les penseurs indiens conçoivent, dans le cas de Dharmakirti en particulier, la convention
dans un sens quand même assez fort, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une institution à un certain point. Les critiques de la convention, de la conventionnalité de la relation, eux, donc ceux qui considèrent que la relation est permanente, etc., ne le conçoivent pas forcément de manière, pas tous en tout cas, de manière entièrement figée, mais plutôt dans le sens qu'on ne peut pas penser l'institution de cette convention. L'idée que la convention serait établie et que le référent n'aurait uniquement cette existence, enfin, semble de mon point de vue un petit peu problématique, mais peut-être je ne comprends pas bien exactement ta position, j'aimerais savoir un petit peu plus si c'est exactement... Ma vieille idée était que, je parle de la linguistique européenne, même dans un cadre plutôt social. Le signifiant de là, le conventionnel. Et ça vient même d'Aristote, on l'a encore vu ce matin. Et donc moi j'ai toujours eu une idée un peu, qu'on pourrait qualifier de nominaliste, qu'au bout du compte, le référent lui-même, censé être l'être même de la chose, est en réalité conventionnel et un produit de langage. Ça, c'est mon idée perso. Je ne sais pas si elle est vraie, si elle est fausse, si elle est bonne, si je la maintiens. Je faisais juste référence à une conversation que j'ai eue avec André Joly il y a, j'ose pas dire combien d'années. Voilà, c'est ça, un peu, c'est tout. Et il me semble que Dharma Kirti va un peu en ce sens. Tout à fait, oui, c'est tout à fait juste. Donc sur cette idée générale, je pense tout à fait la direction dans laquelle va Dharma Kirti. Concernant la question de la vivaksha, c'est une question qui est un petit peu sous-étudiée, la vivaksha, je dois dire, dans les textes grammaticaux. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le pont directement vers une théorie de l'intentionnalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'équivalent à une théorie de l'intentionnalité dans les théories indiennes, même si je ne crois pas que ça ait été étudié particulièrement bien. Je ne suis pas sûr que la notion de vivaksha en donne la clé. La notion de vivaksha est employée dans tout un ensemble de contextes, mais par les grammairiens, d'abord dans le cas pour distinguer donc cette intention par laquelle on va choisir certains mots pour s'exprimer plutôt que d'autres, ou par ces conventions collectives du langage dans lesquelles la communauté décide d'exprimer certaines choses avec certains éléments du langage, ce qui est quand même assez éloigné d'une idée d'intentionnalité, je crois. J'ai trouvé ça très intéressant et surtout ce que vous venez de dire à propos des locuteurs et de leur intention. Quel est, dans votre avis, le rôle des actions qu'un locuteur peut faire, comme par exemple regarder un objet dans les contextes d'établir des liens entre la parole et l'objet. Si l'on accepte le propos que le locuteur est central pour lier les objets à la parole, il faut faire un autre pas et penser à ce qu'un locuteur puisse faire, regarder les objets, interagir, agir sur les objets. Alors c'est une question qui vient de la psycholinguistique, de l'expérimentation, pour vous donner un peu de contexte. D'accord. Alors, je donnerai une réponse. Simplement, comme je pense qu'il y a un arrière-plan à votre
question. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Bon, merci. Si vous pensez à un développement du langage avec les enfants, le regard d'un père ou d'une mère à un objet peut établir référence. Et c'est le cas ce que j'ai pensé. D'accord. Alors, disons, quand on parle ici de l'intention, c'est pour ça que j'ai cette hésitation entre l'intention du locuteur ou des locuteurs. Il faut probablement pas la concevoir en termes trop individuels, c'est-à-dire l'intention d'une personne qui établirait un lien de référentialité, mais plutôt en termes d'intention collective, c'est-à-dire l'intention d'une communauté qui limite la capacité du langage. Et intention qu'on peut généralement pas retracer à un événement particulier, c'est-à-dire l'intention qui est elle-même son commencement. Et donc je ne dis pas ce que vous dites est pas juste, mais je ne pense pas que ça corresponde exactement à ce que dit cet auteur dont je parlais. Mais on peut peut-être je ne comprends pas exactement la situation. Oui, en fait, et justement, je suis totalement d'accord que la plupart des textes qui sont à partir du numéro 3, c'est plutôt, on appelle ça des nominalistes. Mais en regardant aussi les autres textes, je n'arrivais pas non plus à dire qu'ils ne sont pas forcément de réalistes. Je ne vois pas vraiment une théorie réaliste dans ces textes-ci. Je ne les vois pas, moi, personnellement. En fait, ma question, c'était justement, j'ai plusieurs questions. C'est une, il y a vraiment un réalisme, pour aller vite, dans les théories de la pensée indienne médiévale. Donc, ce que je veux dire, c'est justement la connaissance sur la vérité, comme est-elle définie par les penseurs indiens. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, dans le monde latin, ils vont faire d'autres théories. La vérité, c'est une correspondance entre justement l'objet, la chose, et les concepts, pour aller vite. Mais donc en fait, justement, en ne voyant pas une théorie réaliste dans les textes que j'ai dit ici, je me dis en fait, il n'y a pas vraiment une théorie de la vérité ou de la connaissance. Et alors justement, je ne connais pas, c'est ça ma question. Et en fait, je n'ai vraiment pas compris finalement si les concepts d'intentionnalité, qu'on renvoie toujours au Moyen-Âge à l'intention, finalement existent dans la pensée indienne, surtout parce que vous avez parlé à un moment donné de... Vous disiez que, oui voilà, un objet réel extramental, l'objet auquel on fait référence par les mots. En fait, faire référence par les mots, c'est un peu, à mon sens, des je me trompe, ça équivaut à l'intentionnalité. Et donc c'est pour ça que je voulais vraiment insister, si vraiment l'intentionnalité, pas l'intention de vouloir dire, mais l'intentionnalité existe. Merci. D'accord. Il y a beaucoup de choses dans votre question. J'ai essayé de faire de mon mieux. Alors, sur la question du réalisme, s'il a pu m'arriver de parler de théorie réaliste dans ce cas-là, je ne l'entendais pas par opposition au nominalisme. L'unique auteur qu'on pourrait dire véritablement, qu'on pourrait rapprocher du nominalisme, tous ces auteurs dont j'ai parlé, ce serait Adam McCarthy, le dernier auteur dont j'ai parlé. Qui a une théorie particulièrement stricte sur ce point. La plupart des autres auteurs admettent l'existence d'universaux, par exemple. Donc, s'il m'est arrivé de parler d'auteurs réalistes, c'était par opposition à des auteurs idéalistes qui considèrent que les objets extérieurs n'existent pas. Ce qui est le cas de certains auteurs, ce qui n'est pas le cas de la plupart des auteurs dont j'ai parlé. C'était le sens du réalisme. Sur la question de la définition de la vérité, c'est, disons,
Donc c'est difficile de transposer tel quel des problèmes dans un contexte tellement différent. On a des définitions de la validité de la connaissance, y compris par le fait de ne pas être, de correspondre à l'objet. Enfin, il y a différentes manières de le définir qui pourraient être rapprochées de théorie de la vérité, qui ne sont pas absolument centrales ici, je crois. Je pense que c'est un petit peu un autre problème. Et sur l'intentionnalité, là je vais c'est une question qui m'intéresse beaucoup, mais est-ce qu'il y a une théorie de l'intentionnalité chez les penseurs indiens? Je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre par un oui ou par un non. C'est une question très générale maintenant et un peu spéculative. Si je ne m'abuse, en sanskrit, ça existe aussi la catégorie grammaticale du verbe, des verbes. Oui, c'est vrai. Est-ce que chez les grammariens de l'époque, c'était déjà un concept, ce qui distinguait ces catégories de mots? Parce que je me demandais s'il analysait donc le rapport entre le sens du langage et les objets en soi. Toute la pensée change radicalement lorsqu'on prend en considération qu'il n'y a pas que des objets dans le sens colloquial du terme. Il n'y a pas que des pots et des chevaux à décrire, mais aussi des verbes qui ont un sens beaucoup plus complexe. Alors, là, le rapport entre le mot et l'objet devient beaucoup plus clair dans sa complexité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, qui a analysé distinguer les catégories de mots, analyser le rapport entre mot et objet en ce qui concerne un verbe et l'activité? Oui, tout à fait. Okay. C'est que les verbes seront considérés. Alors, sur les catégories de mots, je vous renvoie vraiment à Émilie, qui est la spécialiste de la question. Mais donc on peut dire, en parlant sous contrôle, que oui, effectivement, les noms, les verbes ont été distingués, et ça extrêmement tôt dans la tradition grammaticale indienne. Et donc, il est vrai que là, j'ai essentiellement parlé du problème de la référence du point de vue des mots, parce que c'est généralement ce que font les textes aussi. Et cela dit, il n'est pas sûr que l'analyse d'un verbe, du moins d'un verbe indicatif, sera extrêmement différente, au sens où le verbe va référer lui aussi à une action qui est assistée par un certain nombre de facteurs. Et donc, on a également là, dans ce cas-là, un modèle tout à fait référentiel. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est dans le cas des verbes qui ne sont pas l'indicatif, comme je donnais l'exemple de l'impératif, où là, l'application de ce genre d'analyse est périlleuse, mais c'est Et y avait-il un infinitif? Dans le sens, si je pense à un verbe à l'infinitif par rapport à, par exemple, à un pot, un pot peut être détruit, mais un verbe à l'infinitif est un concept tellement abstrait qu'il est éternel, il n'existe jamais, comme il n'est jamais détruit, c'est des choses beaucoup trop abstraites. Si le verbe est conjugué dans une certaine personne, un temps et tout, alors oui, je peux dire cette personne maintenant fait cette action effectivement. Mais si je pense en soi à un verbe, prenons par exemple nager, c'est un concept qui est toujours vrai, toujours faux, c'est trop abstrait. Alors, c'est pour ça que je posais la question, alors si on prend en considération un verbe à l'infinitif, le rapport est différent. Et ça pourrait jeter de la lumière sur cette question. Car oui, on voit que l'action, par exemple, de nager, c'est un concept dans la tête, et c'est pas quelque chose qui existe dans le monde réel. C'est quelque chose qui est appliqué dans chaque situation particulière. Disons, le cas de l'infinitif est intéressant, je ne peux pas répondre exactement sur ce cas-là. Par contre, il semble que le modèle est, à ses faiblesses, est quand même plus explicatif que on pourrait peut-être le penser au premier temps. Disons, les penseurs indiens, la plupart en tout cas, sont d'accord pour dire que, par exemple, une racine verbale
sans suffixe ne s'emploie pas par elle-même et donc ne permet pas d'acquérir une connaissance par la parole. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'elle ne réfère pas à un objet. Que si elle est employée dans un contexte, elle va de toute manière référer à une situation particulière et marquée par un temps ou marquée d'une autre manière. Et donc, c'est cette relation-là qui est retenue et pas celle à un concept. Je comprends, merci bien. Une dernière question? Oui, donc on va prendre le temps si tu veux bien. Oui, merci. En vous écoutant, j'ai eu l'impression qu'on était bien dans une logique, disons, rationaliste. C'est-à-dire, pour reprendre la question de ce matin, on dirait qu'il n'y a pas vraiment un rôle pour les émotions, pour l'affectivité. Est-ce que c'est bien le cas chez ces penseurs-là? Alors, oui, je crois que effectivement le rôle de ce que j'appelle les intentions du locuteur, ou les propriétés du locuteur, ou les propriétés de la personne, effectivement, relativement marginal. Il n'est pas absent, donc il est présent notamment chez les grammairiens, mais il est effectivement absent, et tend dans certains contextes à être assez clairement réduit. Pas forcément tant dans une optique rationaliste que dans une optique de dépersonnalisation du langage. C'est qu'on doit considérer le langage hors contexte d'interlocution plus que non pas. Bien, merci encore. On va arrêter là. C'est moi.